Donc, j'ai vu sur le site d'Azadis que ça fait donc 41 ans que vous pratiquez le métier de psychologue, peut-être maintenant 42, Oui, peut-être un petit peu plus, depuis 1970. 70, d'accord. Et 77. 77, ah, pardon. 1960. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment est-ce que vous avez su que vous vouliez être psychologue? Rapidement, dès le cégep, je dirais, où est-ce que les cours de psychologie m'intéressaient au plus haut point et j'ai perçu que ça pourrait être une voie intéressante. Donc, j'ai lu, je me suis documenté. J'ai commencé par faire un bac en philosophie Ah, pour ensuite bifurquer vers la psychologie dès la deuxième année de baccalauréat. commencer par la philosophie, puis oui, les deux sont bien liés quand même. Ouais. C'est plus que psychologie, c'est plus appliqué, on va dire. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur particulièrement les troubles anxieux? Eh bien, j'étais psychologue dans un centre hospitalier, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, Oui, et j'étais dans une clinique générale. Et je trouvais que la TCC, donc l'intervention que je privilégie, était particulièrement efficace dans le traitement de ces problèmes d'anxiété. On voyait souvent des gens qui présentaient ou des problématiques anxieuses principales ou des comorbidités avec l'anxiété, et où souvent ça traînait en longueur, c'était quelque chose qui était assez handicapant dans le fonctionnement et où une intervention s'avérait quand même relativement rapidement efficace. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé avec un psychiatre qui s'appelait Dr. John Pecknold, qui est encore au Douglas d'ailleurs, donc de mettre sur pied une clinique de traitement des troubles anxieux. hmm, Donc, au milieu des années 80, cette clinique donc recevait principalement donc, des patients avec des troubles anxieux. Et dans cette clinique, on avait des groupes, des entrevues individuelles, c'était multidisciplinaire, donc psychiatre, psychologue, travailleur social, infirmière et ainsi de suite. Et donc, les clients étaient ou bien évalués directement par nous ou référés par d'autres équipes qui avaient, par exemple, comme fonction de traiter les troubles de dépression majeure ou de troubles bipolaires ou troubles de personnalité ou même troubles alimentaires, nous référaient donc des patients pour la portion de l'anxiété. d'accord. Donc, en ayant cette approche spécifiquement axée sur cette problématique-là, on avait quand même un impact assez intéressant, Mhm, bien documenté. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser plus spécifiquement aux troubles anxieux. mhm. Donc, en fait, au Douglas, il y avait juste une clinique générale, donc il n'y avait pas une clinique qui était spécialisée pour les troubles anxieux, puis que souvent, les personnes qui se présentaient avec des troubles anxieux, leur progrès puis traînait un petit peu. Donc, et puis vous avez Parce que commencé à... c'était peut-être un aspect du traitement qui n'était pas Oui. spécifiquement ciblé. Mhm. Donc, souvent, ça pouvait être ou un handicap dans l'évolution thérapeutique ou c'était quelque chose qui demeurait, même si la personne, par d'autres aspects, était mieux. Donc, on a Mhm. pensé qu'en ciblant particulièrement le trouble anxieux, ça nous permettrait d'intervenir spécifiquement sur ce problème en ayant l'approche cognitivo-comportementale, donc les façons de percevoir et de se comporter dans les situations anxiogènes. Oui. Donc, vos intérêts puis vos domaines d'expertise sont la TCC d'une part et puis les troubles anxieux d'une autre. Est-ce on peut dire ça comme ça? Puis que vous Oui, une avez partie de mon joint les... expertise, oui, Oui. exactement. Et donc, que vous avez monté sur pied une clinique de traitement pour les troubles anxieux avec l'approche cognitivo-comportementale, multidisciplinaire, qui est maintenant Et toujours toujours en fonction à là, l'hôpital en fonction. Douglas, à l'Institut Douglas. Oui. Oui, Je parfait. n'y suis plus. Je suis à l'université maintenant, mais depuis que j'ai quitté, ça a continué là, OK. avec toujours le même esprit et la même approche, Donc, une belle réalisation. C'est... je pense. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus à propos de votre travail? Donc, soit en tant que, bah, vous pouvez définir vous-même, mais parce que vous êtes clinicien, chercheur, donc qu'est-ce que vous aimez le plus à propos de votre travail dans les deux domaines? Bien, quand j'ai commencé à pratiquer en 1977, la maîtrise était le diplôme de pratique en psychologie. Une grande majorité des formations s'arrêtaient à la maîtrise. La plupart des gens, donc, faisaient une maîtrise et devenaient psychologues. J'ai étudié à l'Université d'Ottawa, c'est ce que j'ai fait. Et j'étais psychologue, donc, avec la maîtrise, comme la majorité, pendant une douzaine d'années. Et après une douzaine d'années, des préoccupations plus générales sur ce qui pouvait causer, alimenter, aider certaines problématiques faisait surface. Donc, je me suis intéressé à la recherche. Ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire, comment on pouvait contrôler. Des fois, on faisait des interventions, on n'était pas trop sûr de leur efficacité. C'était quoi la substantifique moelle qui faisait que ça changeait ou pas, que ça avait un impact ou pas.
Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la recherche. Je me suis joint à quelques équipes de recherche comme co-chercheur à l'Institut Douglas, qui est un institut universitaire. Et naturellement, ça m'a amené à faire un doctorat. Donc, à 40 ans, je suis retourné faire mon doctorat. Et rapidement, ensuite, je suis devenu en 1980, ça c'était en 1992. En 1996, j'ai obtenu un poste comme professeur à l'UQAM dans la section TCC et j'y travaille depuis. Mais le doctorat m'a amené à un deuxième domaine d'intérêt. Je m'intéressais aussi à la relation de couple. Okay. On avait souvent des patients qui se présentaient à la clinique des troubles anxieux, qui présentaient de façon comorbide, mais sans que ce soit nécessairement diagnostiqué, des problèmes de couple. Par exemple, un patient qui présente un trouble panique avait une relation de dépendance avec son conjoint, qui l'amenait, qui l'aidait à se déplacer, etc. Donc, est-ce que c'était la relation de dépendance qui alimentait le fait d'avoir le trouble anxieux ou c'était le fait d'avoir un trouble anxieux qui alimentait la relation de dépendance? Mais on voyait qu'il y avait une relation entre les deux. Et à plusieurs reprises, donc, j'avais des interventions qui faisaient où le partenaire était impliqué, où est-ce qu'on travaillait à la fois sur la relation de couple et sur le trouble anxieux. Et de cette façon-là, je me suis intéressé aux relations de couple. Dans un premier temps, en lien avec les troubles anxieux et ensuite, de façon plus générale, les prédicteurs, on pourrait dire, de l'ajustement des couples. Et j'ai fait mon doctorat avec un chercheur qui s'appelle Dr Sabourin, Stéphane Sabourin, qui, lui, s'intéressait, travaillait en couple, auprès des couples. Donc, j'ai fait mon doctorat sur les prédicteurs cognitifs et comportementaux de l'ajustement dyadique, l'ajustement des couples. Et depuis ma sortie de l'université, j'ai fait le doctorat donc, de 1994 à 1996. Et depuis ma sortie, donc, je m'intéresse à ces deux aspects, ou bien dans l'étude des troubles anxieux ou des problèmes de couple, ou dans la jonction entre les deux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, est-ce que, si j'ai bien compris, votre intérêt de regarder justement la façon dont le couple influe le trouble anxieux ou la manifestation de l'anxiété, est-ce que ça, c'est né à l'intérieur du doctorat ou vous l'aviez aussi avant de commencer votre doctorat? Et en fait, c'est les troubles anxieux qui ont été le déclencheur de tout ça. C'est en voyant souvent que les troubles anxieux avaient une relation avec le style d'ajustement marital ou familial que je me suis intéressé aux relations de couple. Et finalement, en le faisant de façon plus vaste, je m'intéresse maintenant aussi aux problèmes de couple de façon plus générale, l'impact des traumas précoces sur l'ajustement du couple, l'impact des troubles anxieux sur l'ajustement du couple, les troubles de personnalité sur l'ajustement du couple. Donc, cette relation entre les problèmes de santé mentale et l'ajustement du couple, de façon générale, m'intéresse. Donc, oui, comprendre l'impact de soit du trauma, de l'anxiété sur l'ajustement du couple, et puis donc de travailler sur les deux aspects, donc le couple et puis l'impact que le trauma ou l'anxiété a sur le couple. L'impact ou la relation, en tout cas, parce que ça peut être une relation, qui peut être dans les deux directions. Donc, avoir un couple où la dépendance prédomine pourrait peut-être favoriser certains types de troubles anxieux où est-ce que la personne va être dépendante de l'autre pour se déplacer et autres. Donc, c'est une relation bidirectionnelle. Là. On n'a pas une relation nécessairement causale, même si on aimerait bien pouvoir éventuellement trouver l'œuf et la poule. Et donc, vous travaillez dans ce domaine en tant que chercheur et aussi en tant que clinicien? Oui. Depuis ma sortie donc, du doctorat, je suis prof au département, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, mes domaines de recherche, c'est à peu près ce que je viens de dire, avec quelques variations comme la douleur chronique, l'impact de l'anxiété de la douleur chronique sur, par exemple, la performance des musiciens d'orchestre, mais toujours autour des mêmes concepts là, de douleur, anxiété, etc. Et au niveau clinique, je garde une certaine pratique clinique là, pour garder la main sur ce genre. Je vois surtout des couples et des troubles anxieux dans ma pratique clinique. Mais pendant plusieurs années, j'avais mis sur pied une clinique qui s'appelait Matrix Réadaptation, après avoir fini mon doctorat, parce que je remarquais que souvent, en TCC, on va demander des changements qui ne sont pas naturels pour la personne. Quand on a peur, on va éviter certaines situations et c'est naturel de ne pas y aller. Si on a peur, je ne sais pas, des grizzlies quand on va se promener dans l'Ouest canadien, puis qu'on est averti qu'il y a des grizzlies dans telle région, on va éviter cette région-là. La peur nous amène à nous protéger, on pourrait dire.
Dans le cas de l'anxiété, c'est une peur qui n'est pas fondée, c'est un peu comme une allergie, ça dépasse largement le niveau de toxicité de l'environnement, on pourrait dire. Donc, les patients, on les amène souvent à faire des expositions on va nous dire, par exemple, ben, c'est pas logique, que je viens vous voir puis je suis plus anxieuse ou anxieux depuis que je viens vous voir. Bien oui, c'est prévisible puisqu'on augmente l'exposition, on augmente l'anxiété avec le principe d'habituation. Donc, dans les faits, cette résistance, on peut dire, à l'exposition qu'on rencontre souvent, je m'étais dit que ce serait peut-être plus facile de le gérer en équipe multidisciplinaire où on intervenait directement dans le milieu de pratique. Donc, j'ai mis sur pied cette firme qui s'appelait donc Matrix Réadaptation, où est-ce qu'on avait psychologues, des kinésiologues, tout le monde qui était inscrit avait un programme d'activité physique, un rhumatologue, un psychiatre, où on intervenait globalement sur des problématiques on pourrait dire, chronicité au niveau des problèmes de santé mentale. Donc, toute notre clientèle, c'était 2 ans et plus de traitement, de services qui ne fonctionnaient pas. Et c'était principalement donc anxiété, dépression, problèmes de fatigue et de douleur chronique. C'était pas mal autour de ces concepts-là. Donc, il y avait une évaluation par le rhumatologue qui vérifiait si les problèmes de douleur et de fatigue avaient une composante physique, qui intervenait au niveau de la médication si nécessaire. Il y avait le psychiatre pour les aspects psychiatriques, le psychologue qui était le chef d'orchestre de tout ça, et les kinésiologues qui avaient un programme d'exercice pour absolument tous les patients anxieux, fatigués, en douleur. Tout le monde avait un programme d'exercice entériné par le médecin qui était peut-être une locomotive intéressante dans le changement. Donc, pendant plusieurs années, on a eu cette clinique d'intervention multidisciplinaire où là, on se rendait, le kinésiologue, parfois le psychologue, dans la famille, dans le milieu, dans un gym près de chez la personne pour cette intervention multidisciplinaire globale, on peut dire. Et ce mode d'interaction-là m'a conforté dans cette perception que j'avais où la famille et où le couple étaient souvent partie prenante du problème, dans le maintien, on pourrait dire, du problème. Oui. Pas que c'était mal intentionné, pas que le conjoint se disait « Ah, en maintenant la dépendance, je vais la garder sous mon joug. » Et puis, mais quand même, il y avait cette espèce d'interaction où la personne qui est anxieuse socialement n'ose pas sortir sans son partenaire, demande à son partenaire de répondre au sondage téléphonique ou autre, se met toujours comme sous son partenaire quand il y a une interaction sociale. Même chose pour le trouble panique, évite, ou bien sort plus facilement avec son partenaire. Dans le cas du TAG, le trouble d'anxiété généralisée, il va souvent se servir du partenaire pour la réassurance, qui est une stratégie qui fonctionne à court terme, mais qui ne marche pas à long terme. Donc, le partenaire pouvait avoir un rôle. Et souvent, quand on se rendait chez les patients dans l'intervention, dans le milieu même, le conjoint, la famille était invité souvent à participer aux rencontres pour mobiliser un changement, puisque ces patients-là, on voyait que venir une fois par semaine voir un psychologue en autarcie n'avait pas fonctionné pendant 2 ans. Donc, on se disait qu'en intervenant globalement sur le système, on aurait une meilleure chance de changement. Et là, ça m'a vraiment confirmé cette résistance que pouvait avoir le système vis-à-vis du changement. Oui, puis c'est vraiment intéressant parce que, en fait, vous avez d'un bord un système multidisciplinaire qui s'en vient pour aider la personne, mais non seulement pour aider la personne, mais pour transformer puis changer le système en tant que tel, parce que forcément, la personne n'est pas isolée, elle habite, enfin, elle fait partie d'un système. Et son problème a une fonction dans le système. Oui. Puis, comme on dit, les safety behaviors, ils sont maintenus par souvent ou entraînent. Système, oui, exactement. Comme le partenaire va sortir avec sa partenaire parce que il y a l'impression que ça l'aide. Mm-hmm. Je vous donne une illustration. Pendant des années et des années, j'étais invité à l'Association des agoraphobes anonymes de Verdun. Ça, c'est une association, groupe d'aide pour les patients qui souvent avaient été passés par notre clinique et on se servait de l'association comme un peu support suite à l'intervention, on pourrait dire. Donc, cette association, elle avait une réunion par semaine où ils faisaient venir des conférenciers ou des invités, il y avait des sorties, des activités, donc pour maintenir les acquis. C'était l'objectif ultime. Tous les ans, pendant une douzaine d'années, j'ai été invité à aller faire une présentation annuelle, puis toujours bien reçu, avec des petits fours que les madames me préparaient, puis etc., etc. Donc, on trouvait que c'était une bonne façon de garder un lien, puis
de maintenir l'amélioration dans la clinique des troubles anxieux. Suite au constat que je vous ai rapporté, là, le couple et relations de couple et maintien du trouble anxieux, une année, j'ai décidé d'incorporer ces notions-là dans ma présentation. Et bon, les agoraphobes étaient là, leurs partenaires étaient souvent là parce qu'ils les accompagnaient. J'ai poursuivi une volée de bois vert, mais pas loin. Autant habituellement, c'est docteur Bélanger, là, c'était pourquoi vous dites ça? Nos conjoints, c'est des excellents maris. Pourquoi vous les accusez de très, très défensif, tout le monde? Et, croyez-le ou pas, c'est la dernière fois que j'ai été invité. Wow. J'ai trouvé ça très amusant ou significatif, en tout cas. Oui, oui, oui. Parce que j'ai eu une résistance importante qu'on a souvent quand on ouvre ça en thérapie. Quels seraient les facteurs de maintien de votre problème? Parce que maintenir un trouble anxieux, ça coûte cher à tout point de vue. Ça coûte cher personnellement, ça coûte cher souvent au niveau des relations, puis ça coûte cher même économiquement parce qu'il y a beaucoup plus d'absence au travail, beaucoup plus de difficultés d'emploi, etc. Donc, le problème est maintenu en dépit de ce prix élevé. Il y a donc une résistance au changement dont j'ai parlé tout à l'heure quand on disait que souvent l'évitement comportemental est important. Je cite à titre d'exemple, on avait un groupe de recherche que je menais, mais dont l'expérimentation se passait à la clinique des troubles anxieux. On mesurait en prix, à la fois l'ajustement conjugal et les problèmes d'anxiété. Et on intervenait au hasard, répartis en deux groupes, intervention TCC seule pour le trouble anxieux ou bien intervention combinée, couple, 6 rencontres, puis TCC pour le trouble anxieux, 6 rencontres. Et on mesurait l'impact des deux types d'intervention. Donc, on voulait voir la fonction de l'ajustement marital. Est-ce qu'il y avait ce qu'on appelait je pense qu'on appelait ça la codépendance ou la dépendance anxieuse. En tout cas, quand il y avait cette composante d'anxiété associée à la dépendance, est-ce que ça agissait comme frein, en quelque sorte, à l'amélioration TCC, qui était notre hypothèse? Et ce qu'on s'était aperçu, c'est que l'abandon, principalement dans le groupe combiné, mais l'abandon était très souvent quand on arrivait à la phase d'exposition. Donc, tout le monde était bien d'accord quand on parlait de la restructuration cognitive, puis l'importance des pensées, puis l'importance de restructurer les pensées, puis etc., etc. Et vers la 5e, 6e rencontre, là, on passait à la phase exposition. Et là, c'est là où on a le plus d'abandon. Dans les groupes en général, mais dans ce groupe de recherche en particulier, c'était frappant. Et cet abandon-là était souvent associé à c'est pas normal d'être plus anxieux, je le suis déjà assez. Mm-hmm. C'est pas normal. Et donc, cette résistance-là, elle est souvent épousée par l'environnement, la famille, etc. Donc, quand on parlait de la nécessité de s'exposer, puis ça n'a pas d'allure. C'est bien la peine de voir un docteur qui nous rend plus anxieux. C'est un peu ce que j'entendais. Donc, beaucoup de un rôle de maintenir l'anxiété, mais aussi la résistance de la part du système. Puis le système qui va le faire par solidarité avec le patient. Oui. Là. C'est pas mal intentionné. Là. Je ne dis pas du tout que le partenaire va se dire je vais la maintenir dans un rôle comme ça. Ça peut arriver que le partenaire puisse maintenir sa conjointe dans un rôle anxieux parce que ça fait son affaire, on peut dire. Le tout premier cas où j'avais constaté ce genre de relation-là, c'était le cas. J'avais une dame qu'on voit à la clinique des troubles anxieux. Elle était complètement incapable de sortir de chez elle. Ça faisait 2-3 ans qu'elle ne sortait pas du tout de la maison, sauf accompagnée de son mari et pour certaines tâches bien délimitées, quand il n'y avait pas trop de monde, etc. Donc, assez handicapée dans son fonctionnement, on peut dire. Donc, je commence à la voir, TCC, ça va bien, commence à progressivement sortir dehors sur le balcon, ensuite faire le tour de son bloc, etc. Et là, après 4-5 rencontres, c'était vraiment comme la lune de miel. Là, mon Dieu, je vais retourner travailler, je vais pouvoir, à l'époque, ils appelaient ça, je pense, la bureautique. Je vais aller en bureautique, je vais retourner finir mon deck en bureautique, je vais pouvoir travailler, ça va nous faire plus de revenus pour la famille. Les enfants sont maintenant à l'école, vous voyez un peu là. Elle était vraiment comme encouragée, puis elle se disait que c'était une nouvelle phase de sa vie, ainsi de suite. Son mari,
je me rappelle, il était plombier. Elle rentrait le soir, puis à l'époque, il y avait un journal à Montréal qui s'appelait le Allo Police. Allo Police, ça dit un peu ce que c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme viol, meurtre, agression à Montréal était dans Allo Police. C'était comme un journal, un petit journal jaune là, qui avait ce genre de fonction. Donc, arrivé avec l'Allo Police, lance ça sur la table tous les soirs en disant Montréal, là, c'est rendu épouvantable. As-tu vu ça? Une autre femme violée, une autre femme qui a été agressée, etc., etc. Donc, c'est vraiment dangereux pour les femmes, je trouve, Montréal ces temps-ci. C'est le message qu'il donnait. Elle, c'était une femme intelligente, elle avait compris que son mari lui disait « Je ne veux pas que tu sortes ». Et elle me disait, vous savez, elle appelait ça pousser sa loque. Si je pousse ma loque, ça risque de finir par un divorce, puis je ne serai pas avancé, 3 enfants, je vais avoir de la difficulté à me trouver, à avoir une pension. Puis je pense que c'est là de secrétaire, lui, il était plombier, il gagnait maintenant 50 000 par année, secrétaire 20-25 000. C'est pas un bon deal. Donc, je pense que je vais laisser tomber cette affaire-là de thérapie parce que j'avais remarqué qu'après 4-5 rencontres, amélioration, plafonnement, 6, 7, 8e rencontre, elle ne faisait plus les exercices, etc. C'est là où je l'avais interrogée, puis elle m'avait raconté cette histoire de l'allopolice et que son mari ne semblait pas d'accord. Puis elle dit, ben là, je pense que je vais comme laisser tomber parce que, bon, là, ici, on avait comme le deal dont je parlais tantôt, là, de la dépendance, codépendance. Son mari n'était pas difficile à trouver, il était toujours dans la salle d'attente parce qu'il devait l'accompagner pour ses rendez-vous initialement. Donc, j'ai dit, écoutez, la prochaine rencontre, faites-le venir, on va en parler de tout ça. Et ça s'est soldé par une thérapie de couple où est-ce que le gars, c'est un gars très jaloux et il se disait, si ma femme se met à sortir pour aller travailler, elle risque d'avoir des occasions, puis probablement qu'elle va tomber sur quelqu'un de plus intéressant que moi, bref, elle va me laisser. Donc, lui, c'était très rassurant, même s'il se plaignait abondamment d'être, on peut dire, un bon gars, puis qu'il l'accompagnait partout, puis etc., ça l'insécurisait beaucoup que sa femme puisse sortir. Donc, après la thérapie de couple, il avait comme accepté qu'elle puisse aller faire ses études, mais à des conditions bien précises. Elle n'irait jamais à des 5 à 7 là, avec d'autres. Elle reviendrait toujours faire le souper. Une série de conditions qui faisaient leur affaire à tous deux, mais où il a fallu dénouer l'espèce de deal marital pour qu'elle puisse avoir la permission là, de procéder. Et ça s'est bien soldé. Finalement, la dame a fait son cours et puis a pu travailler. Mais c'est le moment où je m'étais dit, il faut tenir compte de l'environnement parce que souvent, si on n'en tient pas compte, on force et on pousse peut-être un peu inutilement ou en tout cas avec une résistance dont on n'a pas tenu compte. Absolument. Et ça a été ça un peu qui a été comme le déclencheur de toute cette réflexion dont je parlais tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, si on peut travailler dans notre cabinet de psychologue avec le patient, puis tout est défait par la suite quand il rentre à la maison. Et comme je disais, pas avec une mauvaise intention. Donc oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction que vous avez eue au groupe d'agoraphobes anonymes. C'est comme si ils ont interprété ça comme s'il y avait une malintention consciente, alors que ce qu'on fait, c'est que ce qui est nécessaire, c'est de la psychoéducation sur qu'est-ce que sont les facteurs de maintien. Puis c'est là qu'ils peuvent se rendre compte qu'en fait, ils font des choses en pensant bien faire, mais que voilà. Avec un étudiant au doctorat il y a quelques années et maintenant prof à l'UQAM qui s'appelle Hassan Balbaki, on avait une notion intéressante. On parle de surimplication émotionnelle ici, n'est-ce pas? La personne non agoraphobe qui est surimpliquée émotionnellement avec son partenaire. La surimplication émotionnelle, ça a été beaucoup adressé dans le cas de parents d'enfants malades. Un parent dont l'enfant serait diabétique ou serait allergique ou aurait un problème, donc devient surimpliqué émotionnellement. Et ce que ça veut dire, c'est un don de soi excessif, une préoccupation excessive, etc. Donc, cette surimplication émotionnelle qui est perçue par le parent surimpliqué émotionnellement comme étant une manifestation de son attachement à l'enfant ou de son lien à l'enfant ou de sa préoccupation pour l'enfant, jusqu'à un certain point, ça a du sens. Quand on a un petit enfant de 3 ans, il faut tout faire pour lui. Puis à 4 ans, pareil, mais à 8, peut-être un peu moins, puis à 12, mais c'est difficile de laisser pour un parent, par exemple, dont l'enfant est allergique, le laisser aller en colonie de vacances en sachant qu'il va peut-être y avoir des pinottes là-bas, puis que l'enfant peut en prendre. Voyez-vous un peu, là? Donc, cette surimplication émotionnelle du parent d'un enfant malade a été assez documentée, étudiée. On a donc repris cette notion de surimplication émotionnelle, mais à l'intérieur du couple.
Donc, on mesurait la surimplication émotionnelle comme déterminant de résistance au traitement pour le TCC du trouble anxieux, comme je disais tantôt. Et on a eu des résultats assez intéressants. On voulait poursuivre cette recherche-là, mais malheureusement, on n'a pas eu de fonds pour le faire vraiment comme on aurait voulu, mais ça reste une idée là, qui est intéressante, je trouve. Très intéressante, oui. C'est donc vraiment, cette approche de système, moi, je la trouve vraiment exceptionnelle parce que je pense que trop souvent, on voit la personne de façon isolée, puis le changement n'est pas forcément bien maintenu par le système et puis bien compris aussi. Si une personne évolue, puis l'autre. Exactement. Donc, c'est très intéressant. Une petite anecdote intéressante. Dans le cadre de Matrix, on couvrait tout le Québec. C'était toujours des tiers payeurs parce que c'était des frais qui dépassaient largement ce qu'une personne individuelle peut payer, donc, ou la compagnie d'assurance ou le bureau médical de grand employeur. Vous savez, quand quelqu'un est en arrêt de travail prolongé 2 ans et plus pour anxiété, dépression, il y a à peu près 5 à 10 des chances qu'il retourne au travail dans le traitement as usual. Il n'y a pas des grosses chances. Parce que si la personne n'est pas retournée après 2 ans, il n'y a rien qui nous permet de penser qu'après 2 ans. Donc, quand quelqu'un travaille pour une grosse compagnie et qu'il y a des assurances invalidité long terme, c'est très cher. Disons quelqu'un qui gagnait 100 000 par année, qui est à 70 de son salaire, donc 70 000 après une quinzaine d'années, mettons qu'il y a 40-45 ans, s'il y en a jusqu'à 65 ans, la compagnie va avoir versé plusieurs millions de dollars en honoraires. Donc, pour eux, d'avoir une intervention qui est massive, mais qui introduit un changement, c'est intéressant. Et avec ce type d'intervention dont je parlais tantôt, on avait un retour en emploi de près de 75-80 %. Donc, cette mobilisation-là valait la peine. Toujours est-il qu'on couvrait le Québec. On reçoit une demande, je pense que c'était Rouyn-Noranda, quelque part en Abitibi, loin en tout cas. Alors, à la réunion d'équipe, je dis, bon, qui veut y aller? Tu sais, tout le monde. On tire au sort. Je dis, bon, OK, j'ai une journée libre, je vais y aller. Okay. Alors, je prends l'avion le matin à 7 h, j'arrive à Rouyn-Noranda à 8 h, 8 h 30, une auto m'attendait, je prends la voiture, j'arrive chez la personne. Au petit condo, la personne est là, m'attend dans son condo, avec son frère et sa sœur. Le gars a peut-être 50 ans, sa sœur 65, peut-être son frère une soixantaine d'années. Donc, ils sont là tous les deux. Donc, je leur demande d'attendre dans le salon. Moi, je fais l'évaluation dans la cuisine. Et je vois qu'il s'appelait Roland. Bon, son frère et sa sœur, 65, 60, puis lui, 50, 55, là, c'était des relations usuelles. Là, tu sais, ils se voyaient une fois ou deux par mois, soit de temps en temps, tu sais, comme toute famille. Mais depuis qu'il était malade, c'est comme ça qu'il l'appelait, il avait un trouble panique avec agoraphobie, mais sévère. Il avait de la difficulté à sortir et pas capable de rester tout seul. Donc, c'était son trouble principal. Depuis qu'il y avait ce trouble-là, 2 ans et demi peut-être, bien là, son frère, qui travaillait encore, venait les week-ends, passer le week-end avec lui. Puis sa sœur, qui était maintenant à la retraite, passait la semaine avec lui. Donc, il y avait toujours son frère et sa sœur, un ou l'autre. Oui. Puis vraiment comme s'il avait été en phase 4 d'un cancer. Là. Wow. Tu sais, quand il naît, est-ce qu'il a fait ses besoins? Est-ce qu'il a bien mangé? Tu sais, comme s'il avait été vraiment comme dans une maladie physique grave. Donc là, ici, de façon assez évidente, selon l'approche que j'ai dit tantôt, le trouble panique avait une fonction de réunification familiale, de lien familial. Tout le monde avait l'impression, puis était aidant, essayait d'aider le mieux possible. Pour eux, c'est pareil comme s'ils avaient aidé leur frère qui avait eu, comme je dis, un cancer phase 4. Là. Donc, chacun trouvait son compte. Les aidants naturels qui étaient les partenaires avec une surimplication émotionnelle, ils trouvaient leur compte, puis lui aussi. Alors, je lui demande, lors de l'évaluation, vous savez, on est en train de parler d'une stratégie qui va vous aider à revenir sur le marché du travail. Donc, vous aurez plus besoin de ce type de support que vous avez maintenant. Comment vous anticipez ce changement-là au niveau de la famille, votre famille? Comment ça hyperventiler? Il disait, là, il faut arrêter, je suis plus capable, m'a fait une attaque de panique, je suis plus capable, m'a fait une attaque de panique. Il disait, non, on l'a dit, c'est pas grave, une attaque de panique, on va prendre une petite pause. Vous en avez fait des dizaines d'attaques de panique, puis vous le savez que c'est pas cardiaque, vous savez qu'il n'y a pas de problème physique associé à ça. J'avais vu une espèce de bureau en gros en m'emmenant, je dis, je vais aller chercher quelque chose dont j'avais besoin pour le retour, je reviens dans une demi-heure. Je prends la voiture, je fais ça, je reviens une demi-heure plus tard. Il est couché sur le fauteuil du salon. Puis il y a son frère qui est à genoux à côté, qui tape la main.
sa mère, pas sa mère, lapsus, sa sœur, qui est à côté aussi, le frère se tourne vers moi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est malade, cet homme-là. Ça a-tu du bon sens des médecins de Montréal qui viennent pour sommer le trouble? Ils sont fâchés tous les deux. Puis t'as l'autre qui bat et qui hyperventile. Avec une serviette, une débarbouillette sur le front, une serviette sur le front mouillée. Là. Alors, moi, je rigole intérieurement parce que Intérieurement. parce que ça illustre bien ce que je suis en train de discuter. Bah oui, c'est très dramatique alors, comme scène. J'ai réussi à mettre tout le monde dans le salon, je suis fini. Alors, il dit là, il faut vous revenir, il faut vous revenir, là, il peut plus, il n'est plus capable, il n'est plus capable. Je dis non, je ne reviens pas à Rwanda une autre fois, là, je suis ici, on finit l'évaluation parce que pour des raisons évidentes. Fait que je réussis à mettre tout le monde dans le salon, je finis l'évaluation avec le gars en question. Je prends l'avion vers 4h30, 5h pour revenir. Le lendemain matin, j'arrive au bureau, j'appelle le bureau, je ne me rappelle pas, la secrétaire me dit Docteur Bélanger, qu'est-ce qui s'est passé à Rwanda? J'ai 4-5 messages sur la boîte vocale. Son médecin de famille a appelé, son psychiatre a appelé, la compagnie d'assurance a appelé, puis lui a appelé pour se plaindre. Qu'est-ce qui est arrivé? Le système s'était mobilisé de façon globale pour faire ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire résister à ce changement qui était perçu par eux comme délétère. C'est-à-dire, ce qu'ils proposent là, ça n'a pas de sens, c'est délétère, ça va aller plus mal après qu'avant. Donc, c'est assez évident que si on avait pris Roland, puis je lui avais fait exposition, désensibilisation, respirer, ça n'aurait pas fonctionné. Un peu comme la dame dont je parlais tantôt. Ça prenait vraiment une intervention globale où le système était prêt à collaborer, on pourrait dire. C'est un peu ça l'idée maîtresse sous le temps. Ouais, c'est intéressant. Très intéressant. Comme quoi, juste de comprendre et d'avoir la clé, en fait, pour comprendre, et la psychoéducation, ça change. Ben, nous tous, on maintient des comportements qui sont renforcés, puis des comportements non renforcés s'éteignent. Absolument. Vous avez fait beaucoup de réalisations professionnelles, mais je me demande si vous pourriez me dire quelle serait votre plus belle réalisation professionnelle, selon vous? Je trouve que le cœur de toute cette démarche-là, c'est ce qu'on livre aux étudiants qui sont la nouvelle génération. La passion qu'on va leur donner pour des questions de recherche en psychologie, cette importance d'être clinicien-chercheur, donc d'avoir, c'est ce qui va nous démarquer d'autres types d'intervenants, des travailleurs sociaux, des infirmières cliniciennes, et ainsi de suite, qui sont des intervenants de bonne qualité, mais je trouve qu'avec la formation en psychologie maintenant qui nécessite le doctorat, on a cette préoccupation et cette capacité additionnelle d'avoir un recul, puis de regarder scientifiquement, de tester empiriquement ce qu'on fait. Et c'est de léguer ça aux étudiants, de les intéresser à la recherche. Je trouve que c'est ça la plus belle préoccupation, la meilleure réalisation. Au niveau de la recherche et aussi au niveau de la supervision clinique. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec Pierre-Marie au 2e semestre de faire une dernière présentation chez SADIS sur la supervision clinique. Oui. Donc, je devrais faire vers le mois de février. Donc, si je comprends bien, ce que vous trouvez être votre plus belle réalisation, c'est justement d'avoir cet équilibre continu entre la recherche et la clinique et de léguer ça aux étudiants. Pas en recherche qu'en clinique. Donc, en clinique avec la supervision clinique, puis en recherche bien avec la supervision de doctorants là, ou de thèses spécialisées qui viennent dans notre labo, qui participent d'une façon ou d'une autre à ce qu'on fait. Puis que les deux mondes s'informent l'un et l'autre, en fait. C'est vraiment un processus d'interfécondation. Oui. Quels sont vos objectifs en tant que chercheur et clinicien de façon générale? Comment est-ce que vous définirez vos... Mes objectifs commencent à être... j'ai 69 ans. Oui, mais... Donc, j'en ai peut-être moins que j'avais à 40. C'est plus des objectifs de fermeture que d'ouverture, c'est-à-dire. Mais je me suis engagé avec mes étudiants dans mon laboratoire. J'ai encore, je pense, 9 étudiants dans mon laboratoire. Donc, je me suis engagé auprès de tous à terminer ce qu'ils ont commencé. Mais d'ici 3, peut-être 4 ans, j'anticipe donc peut-être prendre une retraite. Mais donc, c'est des objectifs de vraiment compléter les programmes en cours, mais je ne fais plus de nouvelles demandes de subventions, je ne lance plus de nouveaux projets de recherche comme chercheur principal. Je fais
peut-être comme co-chercheur, où ça va me prendre une implication moindre. OK. Je vais reformuler alors. L'exemple aussi, Matrix. Oui. C'est plus Matrix réadaptation, c'est Matrix psychologie, parce que là, maintenant, OK. j'ai tranquillement fermé un peu ce volet multidisciplinaire pour revenir à une pratique moins chronophage de l'intervention clinique plus traditionnelle. OK. Oui, laissez-moi reformuler. Alors, je vais demander ça comme ça. Quels ont été pour vous vos objectifs au cours de votre carrière? Qu'est-ce qui a continué à vous motiver? J'ai une idée, mais est-ce que vous pouvez identifier quelques objectifs qui ont toujours été là pour vous au cours de votre carrière? La formation que je vais donner sur la supervision clinique TCC, ça s'intitule La supervision clinique, sommes-nous au fait de ce que nous faisons? Sommes-nous au fait de ce que nous faisons? Et c'est vraiment ça peut-être l'agenda principal, c'est tenter d'être au fait de ce que nous faisons. Laisser tomber ce qui est moins efficace, se concentrer sur des choses qui le sont plus, baser nos interventions sur ce qui est, on pourrait dire, scientifiquement validé. C'est vraiment ça l'agenda principal. Je donne un exemple très simple. Quand j'étais jeune psychologue, fin des années 70, on avait une procédure qui s'appelait l'arrêt de la pensée. Les patients portaient même une bande élastique autour du poignet, puis quand il y avait une pensée disruptive, une pensée qui les amenait à, ils pouvaient clac, comme un signal d'arrêt de la pensée. Mais l'arrêt de la pensée, on sait maintenant que ça ne fonctionne pas. Plus on essaie de ne pas penser à quelque chose, plus on y pense. Tu sais, c'est l'effet chameau. Hein? Oui, oui. Vous connaissez l'exercice, là, ou l'éléphant, ou avez-vous déjà pensé à un chameau ou à un éléphant? Essayez de penser à un éléphant, pensez-y dans différentes situations, puis ensuite, essayez de ne pas penser à l'éléphant. Bien, plus on essaie de repousser, plus la pensée de l'éléphant nous revient. Donc, dans les faits, cet arrêt de la pensée ne fonctionnait pas. Donc, on a laissé tomber parce que la recherche nous a montré que quand on faisait cette procédure-là, ça n'avait pas un impact significatif. Plus personne ne fait ça maintenant. Deuxième, peut-être, constat, quand j'étais jeune psychologue, quand on faisait des groupes de troubles anxieux, comme je disais, tout le monde ou presque passait par un groupe de relaxation progressive. Donc, la relaxation progressive de Jacobson, on commençait avec 1 heure, on réduisait ça à peu près à 10-15 secondes à la toute fin de la 10e rencontre, et ensuite, on s'en servait lors des expositions. La personne s'exposait puis faisait une respiration diaphragmatique qui l'aidait à baisser son niveau d'anxiété. Mais on s'est aperçu, ça aussi, que ce n'était pas très efficace parce que c'était une façon d'éviter. Donc, la personne, dès qu'elle voyait son anxiété augmenter, baisser son anxiété, et elle avait toujours cette préoccupation qu'il faut éviter d'être anxieux. Alors que maintenant, quand on fait de l'exposition, on fait l'inverse. On va même demander à la personne de monter, de descendre des escaliers en courant, de faire des exercices aérobiques, d'hyperventiler même, pour monter l'anxiété à souhait, pour tenter de provoquer des attaques de panique, pour, en quelque sorte, baisser cette hypervigilance vis-à-vis des symptômes physiques dangereux, il ne faut pas, etc. Alors, la relaxation, on pourrait s'en servir comme on se servirait du yoga ou du mindfulness ou autre. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais pas pour l'application dans l'exposition spécifique, que ce soit de l'anxiété généralisée, du trouble panique ou même de l'anxiété sociale. On a laissé tomber parce qu'on s'est aperçu que ça n'avait pas l'impact désiré. Donc, c'est vraiment ce que la recherche nous montre, ce que la recherche nous amène à voir. Et c'est très stimulant parce que quand on peut faire cet arrimage-là, c'est toujours le meilleur des mondes. Ouais. C'est comme, donc ça a été vraiment le fil conducteur à travers votre carrière, c'est de vous assurer que ce que vous faites et ce que font les professionnels en psychologie font ce qui est efficace et qui va vraiment aider les patients plutôt que de faire quelque chose juste parce que c'est une intervention qui a été... Exactement. Et ensuite, le diffuser. Il y a 7, 8 ans, peut-être 8 ans, même 9 maintenant, avec la pandémie, j'ai été appelé à être très impliqué dans le développement d'un département de psychologie à Madagascar. J'avais entendu, on m'avait dit, puis qu'il n'y avait pas de ressources psychologiques là-bas, que c'était des médecins de famille, que les interventions n'étaient jamais très, très élaborées, qu'il y avait des patients anxieux qui restaient anxieux tout le temps. Bon, en tout cas, bref, que c'était un besoin. C'est une religieuse qui avait contacté le vice-recteur de l'Université de Sherbrooke, c'était sa sœur, en fait, qui lui avait fait part de ça. Et de fil en aiguille, j'ai été impliqué dès le départ dans le programme. Donc, on a monté un programme de bac. On a eu des cohortes de bac et après la 3e année, on a ouvert une maîtrise. Donc, on était un peu comme les Chinois qui construisaient le chemin de fer au fur et à mesure que le train s'en venait dans l'Ouest canadien. C'était un peu la même chose. On faisait le programme au fur et à mesure que la cohorte d'avant s'en venait. Oui. Donc, là maintenant,
Ça fait, je pense, 4 ans maintenant que les cohortes, là-bas, ils pratiquent avec les maîtrises. Il n'y a pas de doctorat parce que c'est trop compliqué, là, avoir des directeurs de recherche. Et puis, étrangers, parce qu'il n'y a pas de directeur de recherche qui peuvent le faire là-bas, étant donné qu'il n'y avait pas de psychologue sur place. Donc, ils ont maintenant des finissants qui terminent à chaque année avec une maîtrise en psychologie, qui travaillent comme psychologues. Ils ont même réussi à avoir une association professionnelle reconnue par le gouvernement. Ah, wow. Ce qu'en France, ils n'ont pas encore réussi à faire en raison de toutes sortes de conflits. Eux, depuis 2 ans maintenant, ils ont donc, si vous allez voir Association des psychologues malgaches, ils ont un site, une carte de membre, etc. Et tous les psychologues qui pratiquent, tous ceux qui terminent, travaillent. Ils ont eu des postes dans les hôpitaux, en pratique privée, dans les centres d'aide, etc. Donc, tous travaillent et ils ont 2 volets, même maintenant un volet industriel puis un volet clinique. Incroyable. Donc, et j'ai été impliqué tous les ans, j'y vais pour enseigner, pour faire l'évaluation ils font des thèses. Ce n'est pas une thèse, c'est un mémoire de maîtrise. Donc, je fais l'évaluation des mémoires, je suis sur les comités d'à peu près tout le monde. Donc, quand j'y vais pour ça spécifiquement, je pense qu'on envoie 7-8 dans une semaine, 7-8 soutenances de mémoire dans une semaine. Et là, ce qu'on a commencé maintenant, c'est que tous les cours de bac, là-bas, il y avait ça à la licence, parce que c'est le système français, oui. Donc les cours de bac, de licence, maintenant, c'est les jeunes psychologues qui ont sorti avec la maîtrise qui donnent tous les cours de licence, tous sans exception. Donc, on leur a tout remis, notre matériel, nos PowerPoint, etc. Comme moi, je donnais, mettons, psychométrie, c'est plus moi qui le donne. Je donnais psychopathologie, c'est plus moi qui le donne. Je donnais relations d'aide, c'est plus moi qui le donne. Je donnais couple d'autres. J'en fais plus aucune au bac, à la licence, c'est tout. Donc, la première année, les jeunes psychologues étaient comme, on pourrait dire, co-enseignants, assistants de cours, je ne sais pas comment on les appelait, mais dès la 2e année, c'est eux qui le donnent. Donc, on continue d'y aller pour les cours de maîtrise. Mais là, avec la pandémie, on le fait à distance. Donc, je recrute des collègues, j'ai recruté des dizaines de collègues, des doctorants qui ont terminé, là, qui viennent de terminer. Mais comme les doctorants, c'est surtout des doctoranteux. Ils viennent 1 an ou 2, ils veulent un bébé, ils ne viennent plus. Donc, on peut commencer. Mais c'est un peu normal. Si j'étais enceinte, j'étais une femme, j'étais enceinte, je viendrais pas à Madagascar. Oui. C'est très beau, ça. Ça, c'est une super belle réalisation aussi. Et donc, ça revient aussi, ce qui est important pour vous, c'est la diffusion des connaissances, la diffusion, de passer le bâton de relais à la future génération, en fait. Exactement, comme je pense que, en tout cas, de ce qu'on nous dit, c'est l'impact de ce programme de psychologie qui est le seul au pays maintenant. Là. Il y a les doctorants, les finissants en psychologie sont les seuls psychologues que c'était vraiment un besoin qui a une place, une fonction dans la société malgache, que c'est bien reçu et ainsi de suite. Là. Donc, à 7-10, oui. C'est ce que j'aime de la formule. On le fait une fois, puis après ça, il peut y avoir une diffusion qui se fait toute seule. Oui, c'est ça. Au lieu d'être sur place, puis de voir 30 ou 35 personnes et de devoir recommencer toujours avec 30 ou 35 personnes, on peut facilement là, comme consacrer un effort majeur pour le faire une fois, puis ensuite, par exemple, vous avez vu les 3, là, sur les 3 troubles anxieux. Oui. J'ai fait la même chose avec le couple. Je fais des démonstrations de l'évaluation de l'intervention. Parce que souvent, les étudiants nous disent, ceux qu'on va superviser, par exemple, en stage ou en internat, mais on aimerait vous voir faire de l'intervention ou on aimerait avoir des modèles. Oui. Mais c'est difficile de faire de l'intervention avec un stagiaire. Et, le patient n'est pas toujours à l'aise avec ça. Puis, évaluation passe toujours. Intervention, c'est plus difficile. Donc, je trouve que c'est une bonne façon de le faire. Puis, d'avoir cette forme de legs au niveau de modèles d'expérience qui peuvent avoir une fonction utile. Donc, avec les formations Azadis, vos formations Azadis et puis les autres aussi, votre diffusion continue à vivre par elle-même, en fait. Exactement. Donc, surtout que même quand vous serez à la retraite. Surtout que j'approche la date de péremption, comme on dit. Oui, c'est super. Écoutez, merci beaucoup. Ça m'a fait très, très plaisir de vous rencontrer. Très enchantée. Et puis, je vous souhaite de belles dernières années dans votre carrière. Et puis, vous de même. Bonne continuation au doctorat. Merci beaucoup. Puis, j'ai hâte de voir vos autres formations qui s'en viennent.